Alors, ceci met donc fin à la partie officielle de notre réunion d'affaires. Merci de votre attention. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Beth Deasley, notre registrateur et chef de la direction. Elle va vous présenter les panélistes de ce soir. Et maintenant, je donne la parole à Beth. Et je lui dis merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de souhaiter la bienvenue à tout le monde ici dans la salle, à tous ceux et toutes celles qui sont en ligne. Nous aurons maintenant deux exposés très importants. Le deuxième sera donné par la Dr. Jane Clinton et nous sommes ravis de l'avoir parmi nous ce soir. Mais avant d'arriver à son exposé, nous avons voulu vous parler de nos initiatives en cours dont nous sommes très épatés. Tout est lié au concept qui nous oriente, c'est-à-dire les EPEI comme professionnels et comme leaders. Alors, il me fait plaisir de vous présenter les membres de l'équipe de la haute direction, Cynthia Abel, directrice inscription et services aux membres, Mélanie Dixon, directrice exercice professionnel, et Mark Spector, le directeur de la réglementation professionnelle. Vous connaissez probablement Mélanie, qui est une de nos plus anciennes employées de l'ordre et qui passe beaucoup de temps dans la collectivité avec vous. Mais on a voulu vous présenter toute l'équipe et vous parler du travail de l'ordre et pourquoi c'est important pour vous en tant que professionnel. Voici quelques concepts clés qui sont reconnus par l'ordre. Vous voyez que si on enlève la photo de cette gentille éducatrice, on pourrait remplacer sa photo par la photo d'un médecin, d'un avocat, et les concepts s'appliqueraient à cette personne-là aussi. C'est ce qui distingue un professionnel de quelqu'un qui fait tout simplement son travail. Tout d'abord, il y a le concept du jugement professionnel, c'est-à-dire l'application des connaissances, des compétences et de l'expertise avec votre pensée critique qui vous permet de prendre les meilleures décisions possibles pour les gens que vous desservez. La déontologie veut dire que vous occupez un poste de confiance et que vos conseils peuvent avoir un effet sur les gens que vous servez. Parfois, en tant que professionnel, ce sera difficile de prendre la bonne décision. Un professionnel, c'est quelqu'un qui prend un engagement personnel envers son code de déontologie qui transcende les pressions de l'extérieur. Ensuite, il y a la responsabilité. En vertu de ses compétences spéciales, on peut porter un titre professionnel et travailler dans certains domaines d'activité. En échange de cela, on est responsabilité envers la profession et le public par l'autoréglementation. Nous sommes là, l'ordre est là pour vous aider à vous responsabiliser les uns face aux autres. Il y a peu de professions où on fait confiance à la profession de s'auto-réglementer. Il y a même des professions qui ont perdu le droit de s'auto-réglementer. Alors, cette responsabilisation est essentielle en ce qui concerne la définition d'un professionnel. Ensuite, il y a la pratique réflexive. Cette pratique permet aux éducateurs d'harmoniser leur travail quotidien avec leurs valeurs. Et ça, c'est un élément essentiel du concept suivant, c'est-à-dire l'apprentissage professionnel continu dont Mélanie va vous parler. Et tout cela fait partie du dernier concept, un service de qualité conforme aux normes d'exercice.
Quand on parle de leadership, on aime bien cette définition. C'est l'idée qu'un leader, c'est une personne qui peut collaborer avec les autres et les encourager à réunir leurs efforts pour améliorer la qualité et la diversité des programmes éducatifs et des enfants et des services de garde offerts aux enfants et aux familles. La discussion de ce concept est devenu tellement, on a tellement étudié ce concept que j'ai toute une bibliothèque là-dessus. Et ce concept a évolué à l'ordre aussi. On parle beaucoup de leadership à l'ordre. On avait les projets pilotes sur le leadership et le colloque qu'on a tenu. Alors ce soir, on va vous parler de plusieurs aspects du travail de l'ordre et comment ça peut vous aider en tant que professionnel et en tant que leader. Et pourquoi c'est important pour notre mandat de base, c'est-à-dire de protéger le public. Alors, parlons d'abord de l'entrée en exercice et c'est Cynthia qui va nous en parler. Avant de définir ce qu'on veut dire par l'entrée en exercice, je voudrais faire le lien avec notre mandat de base, c'est-à-dire de servir et de protéger l'intérêt public. Tout ce qu'on fait en tant qu'organisme passe à travers cette lentille et il y a des normes d'exercice parce que c'est ça qu'il faut pour remplir cette fonction. On a un processus de plainte et de discipline et Marc va en parler davantage plus tard. Et il y a bien sûr un tableau public où on voit le nom de tous les membres de l'ordre. On fixe aussi des exigences d'inscription, c'est-à-dire au moment où vous commencez votre exercice professionnel. Les membres, vous reconnaissez ces exigences. Est-ce que c'était dans votre premier formulaire? Est-ce que vous êtes autorisé à travailler au Canada? Est-ce que vous satisfaisez aux exigences en matière de diplôme et de formation? Est-ce que vous répondez aux exigences liées à la maîtrise des langues officielles? Est-ce que vous faites preuve de bonne moralité? Ces exigences n'ont presque pas changé depuis le début de l'ordre il y a 8 ans. Et je suis très heureuse de voir que le Conseil nous permet de commencer à voir cela à travers une autre lentille, c'est-à-dire à travers l'entrée en exercice. Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir exercer cette profession dès le départ, dès le premier jour? Le concept est fondé sur ce triangle. Est-ce que la personne est sécuritaire? Est-ce qu'elle a des compétences techniques? Et est-ce que c'est un professionnel? Et le mot professionnel, on va se pencher là-dessus dans quelques instants. Mais c'est notre cadre de départ. Tout en bas, il y a la question de la sécurité. Est-ce que nous faisons confiance à la personne? Est-ce que cette personne peut travailler avec les enfants? Est-ce que nous sommes certains que cette personne ne mettra pas les enfants ou les familles à risque? Est-ce que nous avons confiance en cela? C'est un aspect très important, mais au-delà de cela, on se dit, est-ce qu'ils ont la compétence technique aussi, la capacité de remplir les fonctions de ce rôle? Donc, quelles assurances avons-nous que ces personnes ont les connaissances, les compétences, l'attitude nécessaire pour exercer? Comme on l'a indiqué ce soir, le ministère de l'Éducation de l'Ontario connaît des changements très vastes à tous les niveaux. Et quelles assurances avons-nous que cette personne peut fonctionner dans ce contexte maintenant? C'est ce que l'on veut dire lorsqu'on parle de compétences techniques. Enfin, par l'optique du professionnalisme, quelles assurances avons-nous que cette personne a la capacité d'être professionnelle et de respecter le titre EPEI plutôt? Quel genre d'attitude et de valeurs mettent-ils de l'avant dans cette profession? Quels sont les codes de déontologie qui sont respectés? Est-ce que les décisions sont toujours prises dans le meilleur intérêt des enfants, des familles, de la société? Et ces trois éléments de la pyramide font partie du concept d'ensemble de l'aptitude à l'exercice. Il s'agit pour la première fois,
qu'une personne est donc membre de l'ordre, de savoir si cette personne respecte tous les 3 niveaux de cette pyramide. À quoi ressemblent donc les professionnels prêts à exercer? Est-ce que je peux faire confiance à ces personnes qui travaillent auprès de mes enfants? Ils maintiennent la sécurité des enfants, possèdent des connaissances et des qualifications nécessaires et créent un milieu d'apprentissage bénéfique pour l'enfant. Et Marianne va maintenant parler de l'apprentissage professionnel continu. Alors, le Conseil de l'ordre a une vision donc vers l'excellence dans l'exercice de la profession. Et on a toujours valorisé l'apprentissage tout au long de la vie. Comment, en tant qu'éducateur nous-mêmes, pourrait-on ne pas continuer sa propre éducation? Et ce que vous voyez à l'écran reflète ce qui se trouve dans notre code de déontologie et nos normes de pratique, avec certains nouveaux libellés. Et voilà des extraits de notre nouvelle révision provisoire, donc proposée, du Code de déontologie et des normes d'exercice. On va en parler un peu plus tantôt, mais les EPEI, donc, accordent l'importance à l'apprentissage continu et à la pratique réflexive et participent au programme d'apprentissage professionnel continu. Ce sont des professionnels réfléchis qui agissent de façon intentionnelle. Donc, ils ont accès aux recherches actuelles, aux pratiques fondées sur des données probantes. Un coup d'œil à Jason ici. Aux pratiques fondées sur des données, donc, ils sont en mesure d'intégrer ces connaissances à leur pratique. Ils mènent une réflexion critique. Ils mènent aussi des enquêtes collaboratives et démontrent leur engagement dans le perfectionnement continu en participant au programme d'apprentissage continu. Nous savons qu'une pratique, un apprentissage continu et une pratique de haute qualité, une pratique réfléchie, vont de pair. On ne peut réfléchir à ce que l'on fait à moins d'être dans un contexte donc d'apprentissage continu et de réflexion critique. Et cela a donc un effet sur notre professionnalisme, notre leadership et notre redevabilité. Car nous savons que le leadership et l'apprentissage, encore une fois, vont de pair. Et si on est des professionnels et des apprenants, nous sommes redevables, donc, dans notre exercice professionnel. Je ne sais pas comment pouvoir en parler d'un cercle vertueux. Oui, un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, si j'ai appris quelque chose ce soir. Un cercle vertueux, et je reviens là à ce que Lois a dit plus tôt et ce dont elle a fait part, nous a fait part. Lorsqu'on s'engage dans un apprentissage professionnel continu, cela rehausse la confiance qu'on a en soi et on souhaite de nouveau apprendre de façon continue. Tout cela démontre donc comportement de haut niveau professionnel, d'intégrité, de redevabilité, et cela mène nécessairement à un effet sur la qualité des services que l'on offre dans l'intérêt du public. Le public souhaite que l'on évite le préjudice. L'enfant, nous connaissons le rôle et les effets de celui-ci pour les enfants. Et voici un document, avis sur les exigences relatives au programme d'apprentissage professionnel continu, APC, pour les EPEI. J'ai rempli mon formulaire aujourd'hui et oui, je vais le donner à l'ordre et mon renouvellement aussi. Et vous verrez dans le renouvellement un avis, cet avis-ci, car c'est votre tour, le moment où vous devez vous inscrire dans ce programme d'apprentissage professionnel continu. Cet APC, ce programme APC, donc, est entré en vigueur selon la loi en janvier 2016. On y travaille depuis 2011, depuis la publication des normes professionnelles. Il s'agit donc
d'une réflexion sur la croissance du perfectionnement professionnel et du développement du leadership selon les normes déontologiques. Cela va nous permettre de comprendre ce nouveau code de déontologie et normes d'exercice qui sera mis en vigueur plus tard cet été. Je suis enthousiaste quant au potentiel. Je suis enthousiaste quant à l'engagement des EPEI. 50 000 membres par année qui doivent émettre 3 objectifs quant à leur apprentissage professionnel, leur perfectionnement professionnel. Même s'il ne s'agit que des objectifs modestes, le fait que l'on y réfléchisse, que l'on le partage, que l'on échange avec d'autres membres là-dessus, ça met de l'avant un potentiel de croissance qui est absolument époustouflant. Et en me fondant sur ceux qui ont travaillé dans les 2 premiers projets pilotes de leadership et ce que j'ai entendu de la part qui se sont engagés dans la version volontaire du programme APC, nous savons du programme d'apprentissage professionnel continu, donc APC, nous savons quelle sera la force et la portée de ce programme. Bonsoir tout le monde. Professionnalisme, donc, j'en parlerai. On me pose souvent 3 questions. Qu'est-ce que j'obtiens pour mes 150 $ de cotisation annuelle? Tout de suite après, on me pose la question suivante. Et que faites-vous? Et je peux répondre à ces 2 questions avec cet énoncé fort simple. Tout le monde souhaite ne pas ne pas être à la hauteur des attentes professionnelles ou de faire de fautes professionnelles. Tous les EPEI souhaitent cela et ne pas être mêlés à cela et pouvoir se distinguer. De plus, on veut pouvoir se distinguer des faux EPEI, de ceux qui professent l'être. Nous voulons les arrêter. Nous voulons mettre le holà à ces pratiques déloyales. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous nous assurons pour le 150 $. La 3e question, c'est quels sont les cas traités? Et cela revient à la question du professionnalisme et du leadership. Parlons des préoccupations les plus courantes. Les EPEI qui ne se conforment pas aux attentes professionnelles. La présidente, on a entendu la présidente du comité des plaintes, il y a 3 thèmes qui reviennent souvent. Supervision inadéquate, mesures disciplinaires inappropriées, manque de gestion et manque de professionnalisme. C'est le 3e élément qui revient souvent. On a parlé plutôt de du fait qu'il ne s'agit pas seulement des EPEI, ça peut être un comptable, un docteur, un avocat. Le manque de professionnalisme se retrouve dans toutes les professions libérales et on peut les catégoriser d'une façon ou de l'autre. On voit plus souvent, donc, les exemples inappropriés d'utilisation des médias sociaux et de comportement, ce qu'on appelle comportement en dehors des heures de travail. Et lorsqu'on est un professionnel inscrit, un EPEI, il n'y a vraiment pas dehors des heures de travail un comportement qui serait inacceptable, qui le serait en dehors des heures de travail. Alors, laissez-moi vous parler un peu d'exemples que l'on a connus récemment. Cette affaire-là est très triste. Il s'agit d'une infirmière
de la Saskatchewan, dont le grand-père était gravement malade en soins palliatifs dans un centre de soins de longue durée. Et elle aimait beaucoup son grand-père et elle savait qu'il souffrait à la fin de sa vie. Elle était aussi une infirmière licenciée. Donc une infirmière autorisée plutôt. Et elle savait que son grand-père avait souffert à la fin de sa vie. Et elle a exprimé ses préoccupations qu'elle avait à l'égard de son grand-père dans sa page Facebook. Elle a dit dans son article Facebook que les soins que son grand-père avait reçus étaient sous la norme. Et elle avait indiqué qu'elle souhaitait mieux. Elle a posé une question. Vous préoccupez-vous des gens auprès desquels vous travaillez ou que vous soignez? Et elle a continué en disant, je mets au défi les gens impliqués dans la prise de décision. Faites le point avec tout votre personnel sur ce sujet et plus encore. Sur sa page Facebook, ce personnel qui ont été la cible de ses commentaires se sont plaints aux instances de réglementation à l'ordre professionnel des infirmières de la Saskatchewan. Et il y a eu une audience disciplinaire. Cette infirmière, a-t-on dit, a donc commis une faute professionnelle en émettant ses commentaires sur Facebook et elle a été trouvée coupable. À sa décharge, l'infirmière a dit « C'était ma page Facebook personnelle. J'ai exprimé cela en tant que petite fille en deuil plutôt qu'à titre d'infirmière autorisée. » Et l'ordre professionnel n'a pas convenu de cela et a dit qu'il n'y a pas de page Facebook personnelle. Lorsque vous êtes une infirmière autorisée, vous l'êtes 24 heures par jour. Le personnel s'est senti lésé par ces commentaires et l'ordre a dit, si vous voulez faire des commentaires sur les médias sociaux, vous devez le faire de manière professionnelle adéquate. Et cela peut donc s'appliquer à toute profession, y compris aux EPEI. Et ce n'est pas seulement en Saskatchewan que ce genre de choses a eu lieu. Et ça, c'est plus près de chez nous, le mois passé. Et la leçon qu'on peut en tirer est tout aussi applicable. Il s'agit d'une cause triste mettant en jeu des membres des étudiants universitaires d'un groupe d'étudiants à St. Michael's, l'université St. Michael's. Et ils utilisaient un livre qui s'appelait « L'Islam pour les nuls » en citant des passages, en faisant des commentaires dérogatoires. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient enregistrés sur vidéo. Ça a été sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook et dans les médias par la suite. Et ça a été aussi publié dans la presse écrite. Et le président de l'université St. Michael's, du collège St. Michael's de l'université, a dit « Vous n'avez pas vraiment de vie privée, de personnes privées. Si vous êtes associé au gouvernement, si vous êtes étudiant d'une université, vous avez une personnalité publique. J'ai dit, assurez-vous que votre utilisation des médias sociaux ne nuise pas aux gens ou à l'institution que vous représentez. » Ce président, ce doyen, parlait aux étudiants, mais aurait bien pu parler à nos plus de 50 000 EPEI. Ce n'est pas le seul cas. Voici un cas dont l'Ordre des enseignants a été saisi. Au cours des quelques derniers mois, vous en aurez peut-être entendu parler. Il s'agit de la chef de la direction du conseil scolaire de Toronto, qui a écrit donc des éditoriaux pour le Toronto Star, la presse donc, et parmi ces articles, plusieurs éléments ont donc été trouvés être du plagiat. Cet ancien enseignant avait aussi avait commis donc un plagiat
lors de sa thèse doctorale. Il était lui-même un enseignant et en décembre passé, il a été reconnu coupable de faute professionnelle par l'Ordre des enseignants envers ses étudiants et envers donc le public en écrivant donc des articles plagiés dans le Toronto Star. Donc, mais attendez, ce n'est pas tout. Qu'en est-il des membres? Ce que je viens de dire s'applique aux membres qui manquent quant au comportement professionnel. Mais qu'en est-il des faux éducateurs? Et dans notre rapport annuel, vous verrez ce que l'on fait à cet égard. Et nous agissons avec rigueur et nous allons nous débarrasser de nos cartes de membres et nous allons mettre l'accent sur le registre, le tableau des membres. C'est là où le site Web est utile pour mettre de l'avant tous les membres inscrits. Donc, merci et j'espère que cela vous a éclairé. D'accord. Et pour conclure notre présentation maintenant, je vous parlerai rapidement du leadership et de comment c'est reflété dans le Code de déontologie et normes d'exercice. Il s'agit là d'un reflet qui fait état de ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on estime être important dans la profession. Le Code de déontologie établit les 4 valeurs donc de déontologie des EPEI. Obligation d'exercer donc les connaissances professionnelles, la pratique, les valeurs éthiques et les responsabilités. Ensemble, tout cela appuie nos EPEI dans la prise de décision professionnelle tous les jours. Le Code et les normes ont été publiés il y a quelques années, en février 2011, et cela a mis en jeu toute une consultation et une rétroaction et continue à nous guider aujourd'hui. Et en ce moment, le mot « leader » n'apparaît pas dans ce document. C'est pourquoi nous sommes tellement ravis des révisions que nous allons y mettre. Parce que je sais que vous savez que le collège fait donc son examen quinquennal du Code et des normes. Nous avons consulté les EPEI partout dans la province. Nous avons reçu donc une rétroaction de tous et nous sommes en train. Donc, plusieurs d'entre vous, en fait, ont fait partie des consultations. Ça a été très utile. Nous vous remercions. Certains des changements les plus importants ont à faire avec le leadership. Le Code de déontologie, dans ses 4 principes, établit de manière assez vaste les responsabilités d'un EPEI envers les collègues et la profession. Et pour la première fois, le leadership est reconnu en tant que part intégrante des normes de la profession. La norme 4, c'était compétences et connaissances professionnelles. Maintenant, cette norme s'appelle professionnalisme et leadership pour refléter l'importance de ce concept. Et il y a un énoncé très important qu'il faut comprendre, qu'il faut entendre, comprendre et internaliser. Il s'agit, peu importe leur poste, leur titre, toutes les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance inscrits sont des leaders.